maintenant. Après ces propos qui relèvent d'expérience et vraiment d'un vécu infiniment authentique et crédible, ben, on va avoir le plaisir d'entendre Louis-Gilles Francaire, qui est un éclaireur de première ligne. Vous le connaissez. Louis-Gilles Francaire est un journaliste d'expérience qui a eu la responsabilité de la couverture environnementale au Devoir de 82 à 2012, pendant 30 ans, avant d'être nommé vice-président du Bureau d'audience publique sur l'environnement de 2012 à 2017. En 2018, il a rédigé la préface d'un ouvrage extrêmement intéressant, le Guide citoyen du droit de l'environnement, signé par Jean Barry, chez Éco-Société, hein, si ma mémoire est bonne. Alors, absolument à lire. Et dans cette préface-là, ben, Louis-Gilles Francaire invite justement les citoyens à s'approprier les outils légaux qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment connus parce qu'on y trouve des leviers très importants pour les luttes citoyennes. Alors, en 2002, Louis-Gilles Francaire a publié l'ouvrage « La caution verte », où il dénonce le désengagement de l'État québécois en environnement. C'est à lire absolument. Je l'ai lu d'un couvert à l'autre et à noter presque à chaque page. Alors, en fait, ça présente une histoire politique de l'environnement au Québec et ça fait le point sur les enjeux actuels. Donc, je répète, la caution verte, ce qu'est devenu finalement le ministère de l'Environnement. Alors, il nous présente une conférence qui s'intitule « L'éolien vers une prise en charge collective du vent ». Apporter ma casquette pour me protéger de la palette. Bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Non? Là, est-ce que c'est mieux? Bon, on va y arriver. Eh bien, bonjour. Je suis très content d'être ici parce que, pour une raison particulière, je suis un petit gars de la Mauricie, moi aussi. Et je pense que c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire une conférence dans mon pays d'origine. Moi, je suis de Saint-Tite, après ça de Shawinigan, je fais mes études à Trois-Rivières. Alors, vous voyez, je connais un petit peu la région. Et ça me fait plaisir, justement, d'y revenir. Et je trouve ça particulièrement intéressant de voir autant de personnes se mobiliser sur un enjeu qui est collectif parce que, évidemment, c'est un dossier qui va toucher tout le monde. Moi, je me suis intéressé à l'éolien parce que j'ai toujours voulu défendre la nature. J'ai d'ailleurs publié un livre qui s'appelle « Passion nature ». Et j'étais très alarmé de voir tout ce qu'on disait sur les mortalités d'oiseaux par ces « bird choppers », comme disent les Américains. Et je me suis dit, il faut que je documente ça, il faut qu'éventuellement je fasse une série d'articles là-dessus, parce que dans les années 90, on ne parlait pas beaucoup d'éolien. C'était même pas dans le plan d'équipement d'Hydro-Québec. J'ai eu l'occasion de voir ça de près, parce qu'un jour, le Congrès américain m'a invité à aller passer 1 mois et demi aux États-Unis pour rencontrer tous les décideurs en environnement. Gouvernement, entreprises privées et groupes écologiques. Alors, j'avais pour 6 000 $ de billets d'avion quand je suis descendu à l'aéroport à Washington. Ça, c'était ma tournée à travers les États-Unis dans le mois qui s'en venait. Mais un des voyages que on avait fait des choix, on pouvait donner nos centres d'intérêt, puis le Congrès américain nous organisait tout ça au complet. Moi, j'avais dit, je veux visiter le plus gros projet éolien aux États-Unis, Altamont Pass, en Californie,
il y avait en 96, 97, on sortait 2000 mégawatts de ça. C'est aussi gros, même plus que le projet La Romaine. Il y avait 6 à 7 000 éoliennes. Alors, ils m'ont donné 2 chevaux, un pour transporter la tente et les bagages, le mien pour me déplacer, et une passe magnétique qui ouvrait, comme si j'étais un inspecteur gouvernemental, qui ouvrait les portes de tous les parcs éoliens, parce qu'il y a plusieurs dizaines de compagnies qui possèdent des lots avec leurs machines, puis c'est tout un à côté de l'autre. Et j'avais 3 jours pour vivre à travers les machines. Ça m'a permis de voir certains problèmes, mais ça m'a surtout permis de démystifier bien des candidatons, parce que là, je suis sorti de là avec une idée complètement différente sur l'éolien. À l'époque, les machines n'étaient pas grosses. Alors, plus les éoliennes sont petites pour faire de l'énergie, elles tournent plus vite. Les grandes machines ont une rotation beaucoup plus lente, quoiqu'à l'extrémité, la vitesse, elle est encore beaucoup plus élevée. Mais on appelait ça des bird choppers. C'est-à-dire que les oiseaux qui passaient là-dedans, c'était réputé tuer des oiseaux massivement. Je peux vous dire qu'en 3 jours, j'ai vu des centaines d'éoliennes, j'ai examiné les pieds, j'ai jamais vu un seul oiseau mort au pied d'une éolienne. J'ai couché au pied des éoliennes? Non, j'ai rien vu. Ce que j'ai vu, par contre, c'est que j'ai vu des petits oiseaux s'amuser à faire les petits rockers, là, tu sais, ces coins de rue là, avec le Camaro, là. Ils s'amusaient à passer entre les pales. J'étais en train de manger, puis comment ça que ça crie au-dessus de moi? Ça piaille comme ça. Bien, ils n'étaient pas ailleurs, ils étaient là, entre les pales. Les pales arrivaient, puis ils se promenaient de même à travers. Ils s'amusaient à jouer les petits imbéciles qui risquaient de se faire frapper. Mais je n'ai pas trouvé un seul à terre, puis il n'y en a aucun qui est tombé dans mon sandwich. J'ai vu parce que ces endroits-là servent d'endroits où on fait paître le bétail. Une chose qui m'a fasciné, mais alors fasciné, c'est que le bétail se déplaçait dès qu'il voyait partir une section d'éoliennes, le bétail s'en allait là. Il y avait des éoliennes qui ne bougeaient pas de bétail. Pourquoi? Je n'ai jamais compris. Pour être franc, j'ai posé des questions aux biologistes de la compagnie Kenetec qui m'avaient invité et ils m'ont dit, on pense que le ronron des pales doit leur rappeler peut-être quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Mais ils ont dit, ils ne sont pas là pour nous le dire, puis ils ne nous l'ont pas expliqué. Un autre m'a dit, ça c'est peut-être plus logique, c'est que l'éolienne extrait de l'énergie de l'air. Et derrière, c'est l'endroit où il y a le moins de vent, parce qu'on a soustrait une force au vent. Alors, j'ai remarqué qu'effectivement, il ne se mettait pas au pied de l'éolienne, il se mettait dans son sillage en arrière, là où, effectivement, il semblait y avoir moins de vent. J'ai été complètement déboussolé parce que tous mes a priori sur l'éolien ont été pas mal chamboulés dans ce que j'ai vu. Ce qui fait que j'ai commencé à constituer un dossier là-dessus. Je me disais, tu sais, 4, s'il n'y a pas trop de grosses nouvelles, je me ferai un dossier dans le Devoir. Sauf que je me suis piqué au jeu, puis j'ai fait des découvertes. À un moment donné, par exemple, j'ai appelé les gens de l'EPA aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency, puis je leur ai demandé quelles étaient leurs évaluations environnementales, eux, des parcs éoliens. Ben, ils m'ont envoyé un paquet de documents que j'ai commencé à considérer. Mais ils ont dit, vous devriez appeler la NASA. Comment ça, la NASA? J'ai dit, bien, c'est parce que les autres, on sait qu'ils travaillent sur un gros dossier, puis un rapport, semble-t-il, qui est sur le bas d'être publié. J'appelle la NASA. Les gars sont tout surpris de voir un journaliste du Québec leur poser des questions là-dessus. Et ils me disent, ben écoutez, le rapport, en fait, on l'a publié il y a 1 mois et demi, mais il n'y a pas un champ en Amérique qui en a parlé. Alors, ils ont dit, voilà votre copie, vous avez un beau scoop international. Sauf que, dans le préambule de ce rapport,
On disait, nous avons analysé les vents de toute l'Amérique du Nord, Mexique, États-Unis, Canada. Pendant 30 ans, tous nos relevés satellites ont été compilés, moyenne quotidienne, horaire et tout, pour savoir quel était l'état des vents en Amérique. Et le rapport disait textuellement, je vous cite, « Le Québec est à l'énergie éolienne ce que l'Arabie saoudite est au pétrole, l'endroit où se trouve la plus forte concentration de vent à valeur commerciale de l'Amérique du Nord. Le Québec possède, d'après l'inventaire de la NASA, 20% à lui seul de tous les vents de l'Amérique du Nord. Quand le projet de centrale thermique à Beauharnois a été présenté au Québec, les groupes écologistes ont posé bien des questions pour mettre ce projet en pièces, puis finalement, il y aurait gain de cause devant la Régie de l'énergie. Et à ce moment-là, la Régie avait demandé au gouvernement du Québec de faire un inventaire du potentiel éolien du Québec. Mais le potentiel éolien du Québec, puis ça, c'est un ministère qui privilégie les barrages, les centrales thermiques, a été obligé, je dirais, de dire que le Québec possède 450 000 mégawatts de puissance éolienne sur son territoire. Il a confirmé l'étude de la NASA. 450 000 térawatts comparé aux 35 000 mégawatts que nous produisons avec notre hydroélectricité, c'est plus que 10 fois notre capacité de production hydroélectrique. C'est évident que le vent n'est pas égal partout. Et je suis entièrement d'accord avec ceux qui pensent que quand on a 2% de terres agricoles, qui sont vraiment notre foyer nourricier au Québec, bien, s'il y a 450 000 mégawatts dans le décor, peut-être qu'on pourrait aller ailleurs. Remarquez... En tout cas, on ne manque pas d'énergie ailleurs. Et je pense que dès 1993, quand j'ai publié cette série, il y avait le plan d'équipement d'Hydro-Québec sur la table, il n'y avait pas un mégawatt d'éolien là-dedans. Mais la commission parlementaire qui se penchait sur le plan d'équipement d'Hydro-Québec a été tellement saisie par la série de 6 articles que j'avais faits sur l'éolien. Le Devoir avait publié ça en page 1 au coton, là. On poussait... La commission parlementaire a dit il faut qu'on se mette là-dessus et qu'on regarde. Et c'était le début du parc, du débat sur l'éolien au Québec. Et la commission parlementaire a dit il faudrait qu'on ait un premier. Puis c'était le parc près de... Mon Dieu, comment ça s'appelle? Cap-Chat, exactement. Ça a remplacé le batteur à œufs. Ils ont mis des éoliennes dans la montagne. Mais ils ont été mal placés. C'est assez inefficace comme rendement. Mais ça finit par quand même... c'était le début. C'est amusant parce que les promoteurs, à ce moment-là, qui faisaient de la petite hydroélectricité, ils scrapaient la plupart des dernières rivières en milieu urbain ou périurbain qu'on avait au Québec pour faire des petites centrales. Ils riaient puis ils disaient ça n'a aucune espèce de bon sens, c'est tu fous cette histoire d'éolien et tout. Sauf qu'aujourd'hui, les compagnies comme Innergex, etc., je peux vous faire la liste, qui avaient signé des communiqués de presse pour rire de notre série. Maintenant, l'essentiel de leur production hydroélectrique, c'est dans l'éolien. Ils n'avaient pas vu venir le vent. Et déjà, on disait que, d'après les prévisions des experts, qu'en 2015 et 2020, que l'éolien, le coût de la production éolienne, battrait le coût de l'hydroélectricité. Donc, que ce serait plus rentable de faire de l'éolien que de l'hydroélectricité. J'ai eu le privilège, en présidant la commission d'enquête du BAP sur le projet Nicolas Rioux, près de Trois-Pistoles, de réaliser que ce projet a été le premier projet au Québec en 2016 qui a effectivement battu les coûts de l'hydroélectricité.
Je me rappelle qu'Hydro-Québec, avec son menteur en chef, avait émis un communiqué en disant que ça serait impossible avant 2050. Moi, j'avais écrit 2015-2020, ça s'est avéré. J'ai été, par contre, surpris de voir comment ce dossier questionne les citoyens. Par exemple, j'ai parlé avec des citoyens dans plusieurs pays que j'ai eu l'occasion de visiter lors de reportages. Mais un des témoignages que j'ai eu, qui a été le plus fort, c'était de 3 agriculteurs allemands qui m'expliquaient, parce que je trouvais que l'éolienne était pas mal proche de la maison, enfin, ils l'avaient mis à peu près à 450 mètres, là. On l'entendait de la maison, là, wouch, là, c'était assez clair. Et je dis, qu'est-ce qui vous a pris d'installer ça? Votre champ n'est pas tellement grand, vous en avez 3, votre voisin en a 2, puis l'autre en a 1. Parce qu'il y avait une vallée, là, puis le vent s'engouffrait là. Et j'ai eu cette réponse absolument étonnante. Le monsieur me dit, vous savez, il dit, mes ancêtres, ils signaient ils signaient dans le paysage leurs valeurs de l'époque. À l'époque guerrière, on a construit des forteresses sur tous les sommets de montagne, aux embouchures des rivières pour contrôler les invasions, puis tout ça. Cette signature des valeurs de mes ancêtres est dans le paysage. Et là, il commence à me faire ça époque par époque. Puis il dit, moi, aujourd'hui, mes valeurs, c'est de faire une production qui va être plus écologique. Je veux signer dans mon paysage mes valeurs écologiques. Il dit, je ne veux pas vivre avec l'électricité des autres qui prend le territoire, qui prend le territoire ou le paysage de d'autres. Mon énergie, je vais en faire chez nous. Ça m'a fait penser qu'au Québec, on vit avec l'électricité des Autochtones. On n'y pense pas souvent, mais c'est aussi un fait. Il y a bien des visions. Il y a bien des visions différentes dans ce domaine-là. Par exemple, le projet Nicolas Rio, puis vous pouvez tous consulter le rapport 321 du BAP là-dessus qui raconte toute cette histoire, extraordinaire d'ailleurs. Les gens là-bas, ils étaient pris avec un énorme projet de la compagnie SunPower. Et ils plaçaient ça à des endroits là, qui allaient leur gâcher le paysage pas mal. Il y avait un peu d'exagération dans ça, mais il y avait raison pour l'essentiel. Ils se sont tellement battus contre le projet qu'ils ont fini par avoir sa peau à l'occasion d'une audience du BAP, parce qu'ils ont fait valoir des aspects objectifs qui montraient que c'était vraiment pas le bouton à 4 trous, cette histoire-là. Ils se sont dit, par contre, ils nous ont fait la démonstration, les Ontariens, parce que c'était le groupe, le fameux fonds de retraite Teachers en Ontario qui était derrière ce projet-là. Ils se sont dit, les Ontariens, ils sont quand même fins de nous avoir montré qu'on avait autant de vent puis que ça pouvait être aussi payant. Alors, ils ont dit, pourquoi on ne dirait pas que notre vent, il va nous rapporter à nous autres? On ne se contentera pas d'une petite commission pour les emplacements d'éoliennes sur nos terres. On ne se contentera pas de dire qu'il y a quelques sous qui tombent dans l'EQL municipal. Ça va être tout à nous autres. Alors, ils ont fait le pari incroyable de se mettre ensemble, plusieurs MRC, de réunir 155 municipalités qui sont devenues les bailleurs de fonds du projet Nicolas Rio. C'est-à-dire que toutes les municipalités du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont participé financièrement au financement selon la proportion de leur rôle, la valeur du rôle municipal dans la valeur globale. Et ils touchent des dividendes en conséquence. C'était le premier projet où les citoyens ont dit « Notre vent, c'est à nous. On va mettre les machines où ça nous tente, puis c'est nous qui allons toucher les bénéfices de ça. » Et ils en ont même
a entrepris le financement d'un deuxième, puis je ne serais pas surpris qu'il y en ait un troisième projet collectif de ce genre qui naisse. Ça, moi, ça rejoint mes valeurs, parce que je pense que les ressources collectives doivent profiter à la population. Et aujourd'hui, dans ce paysage, les éoliennes sont acceptées. J'ai même vu le principal opposant à mon audience. Je retournais le voir il y a 2 ans. En passant dans le coin, je faisais un voyage là-bas. Et puis, j'arrêtais le voir, puis il dit « Ouais, vous aviez fait déplacer la machine, là, mais juste assez, elle ne me dérange pas. » Puis il dit « Je commence à regarder ça quasiment plus souvent que quand je regarde l'heure. » Je la regarde, « Ah tiens, il y a plus de vent le matin. Ah, mais je n'avais pas remarqué. » Elle dit « C'est quasiment devenu mon baromètre maison. Je le vois de la cuisine, puis ça me dit ce qu'il faut. » Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la MRC avait situé le parc éolien en question, puis il y avait des machines 135. On situait ça dans le territoire d'un club privé de chasse et pêche, le dernier club privé du Québec, c'est parce que le territoire est en propriété privée. Celui-là, il n'a pas pu être déclubé par le gouvernement du Parti québécois dans les années 70. Alors, lui, il est encore là. Alors, ils ont pris les machines là, mais évidemment, tout le monde disait ça va être épouvantable, le bruit, etc., le dérangement. Il n'y aurait plus d'orignaux. C'est un des meilleurs territoires de chasse de tout le Bas-Saint-Laurent. Mais 8 ans plus tard, le rendement de chasse dans le club n'a pas diminué, pantoute. Quand on regarde les statistiques, il y a certains endroits qui peuvent potentiellement être problématiques, entre autres pour la grive de Bricnel, qui est une espèce menacée, mais qu'on retrouve sur des très, très hauts plateaux dans des paysages de toundra arctique, là, comme le haut, par exemple, les plus hautes montagnes de la Gaspésie ou les plus hautes montagnes de Charlebois. Quand vous arrivez là-dessus, là, c'est des plateaux, vous êtes comme à Coudjouac, là. C'est pareil. C'est un climat nordique. Là, cette grive de montagne, elle, a tendance à s'approcher des éoliennes. Sauf que maintenant, on installe après les machines des infrasons que les humains n'entendent pas, mais que les oiseaux entendent, et ça les éloigne beaucoup. Alors, il y a beaucoup de technologies pour contrôler ces aspects-là. La technologie, ça permet quand même pas mal de choses, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Et ça ne règle surtout pas le problème de l'occupation du territoire, qui, lui, demeure un problème extrêmement important, surtout dans un contexte où, comme au Québec, le territoire agricole ou les territoires urbains sont très limités. C'est pourquoi moi, je me suis mis en tête de voir s'il n'y avait pas d'autres possibilités que ce qu'on nous offre présentement comme alternative. Et je pense qu'il y aurait une alternative que j'ai d'ailleurs présentée à Hydro-Québec il y a, pas cet été, l'été d'avant, en 2022. La haute direction l'a écouté très attentivement, l'a fait évaluer par la direction de l'équipement et par la direction financière qui fait la planification économique des projets. Et ils m'ont dit, M. Francard, on pense qu'on ne construira pas de nouveaux barrages sans utiliser votre stratégie. On va intégrer l'éolien dans la conception des réservoirs et on va intégrer les deux productions simultanément. Mais on dit, on n'est pas sûr qu'on va le faire dans les barrages actuels, dans les réservoirs actuels. Tu sais avec quoi je ne suis pas d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Mon idée est la suivante. C'est de se dire, Hydro-Québec n'a pas réalisé, puis on n'a pas réalisé au Québec, que quand on a financé la construction de tous ces méga réservoirs, qui nous produisent une énergie extraordinairement propre, qu'on a créé non pas une force hydraulique très puissante, mais on a créé deux forces. Une force éolienne majeure. On a augmenté la puissance du vent, exactement comme en mer, le vent est plus puissant qu'au-dessus des montagnes parce qu'il est constant, il n'y a pas d'obstacle. Et il accélère, alors que quand il rencontre des montagnes, des choses comme ça fait exactement comme des roches dans un rapide, ça fait des tourbillons, ça ralentit. Et je me suis posé la question, pourquoi au Québec,
qu'on n'utilise pas sur le lieu même de la production hydroélectrique, pourquoi on ne fait pas une production éolienne majeure? Et là, il y a 3 ou 4 niveaux où on peut exploiter ainsi le vent. Par exemple, vous avez toujours, on voit ça dans les études d'impact, si vous regardez pour les barrages ou des projets, bien ici à Bécancour, par exemple, il y a eu des projets de centrales, comment on appelle ça, on pensait repartir la centrale thermique, là. On voulait créer un gros réservoir de gaz naturel pour repartir éventuellement la centrale qui est au ralenti et pour laquelle on paye quelques dizaines de millions par année à rien faire. Alors, on fait des études de vent pour savoir quand on crée un équipement industriel où vont aller les émissions atmosphériques. Parce que des fois, il y a des émissions nocives. On appelle ça faire une rose des vents. Alors, cette espèce d'étoile a une grande dent normalement dans la direction ouest vers l'est, parce que c'est les vents dominants, puis il va vous indiquer quelles sont les zones secondaires, pour quelle est la fréquence des autres directions où le vent va prendre de temps en temps. Dans les grands barrages, si vous avez une rose des vents classique, normalement, le flanc est du barrage, du réservoir, pardon, va être l'endroit où le vent va atteindre sa vitesse maximale. Qu'est-ce qu'on fait dans les pays européens? Si vous allez en Hollande, si vous allez au Danemark, si vous allez... Toute la côte atlantique, c'est bardé d'éoliennes pour capter le vent de la mer. Parce que quand il frappe la côte, il est à son accélération maximale. On peut faire la même chose avec un barrage, dans un réservoir. On peut exploiter le vent qui frappe les montagnes. Donc, dans la rive, et même sur les hauts fonds jusqu'à une certaine profondeur, on peut avancer et faire des socles jusqu'à 20-25 mètres. C'est des technologies classiques. Vous pouvez implanter des éoliennes offshore, comme on appelle, ce qui vous donne des rendements qui s'apparentent à ce qu'on appelle l'éolien en mer. L'éolien en mer est en moyenne 20 à 25 % plus puissant que l'éolien terrestre, mais les coûts sont 30 à 35 % plus importants. Mais si on faisait ça dans les réservoirs d'Hydro-Québec, on pourrait faire de l'éolien avec des rendements quasiment de rendement en mer, mais à des coûts de construction terrestre. Parce que vous pouvez en mettre en rive, facilement accessible. Vous pouvez venir par route ou vous pouvez venir avec des barges, construire et éviter d'avoir de coûteuses routes et des cours d'eau à franchir. Les constructions des ponts, on apporte l'équipement, il y a même des cimenteries flottantes. J'ai vu ça en mer du Nord, des énormes cimenteries flottantes qui installaient... D'ailleurs, j'ai vu installer la première 5 mégawatts au monde, justement en mer du Nord. J'avais été invité lors d'un voyage de reportage. Tout peut naviguer en termes de construction pour ça. Donc, vous pouvez en mettre une ligne dans la zone la plus payante, puis vous pouvez en mettre aussi sur les montagnes de cette zone, parce que l'air, quand il arrive sur une montagne, il va monter, puis il frappe l'air qui arrive de par en haut. Là, les deux masses d'air se concentrent, et ici, vous avez de l'air qui est plus dense. Si vous mettez des machines à cet endroit, c'est sûr, vous avez encore un rendement additionnel. Alors là, on est rendu à 3 couches d'éoliennes qui peuvent être attachées directement à la centrale. Vous n'avez pas besoin d'avoir des systèmes de transformation là, à côté de votre parc éolien. Vous amenez les câbles directement à la centrale où on turbine l'eau, et puis vous pouvez traiter cette électricité puis l'envoyer vers les centres urbains. Vous pouvez même utiliser les îles qu'il y a dans les barrages. Les îles, il y a des réservoirs hydroélectriques au Québec qui sont pleins d'îles. Moi, je me suis déjà perdu sur le réservoir Gouin
Une fois que j'étais allé à la pêche, je m'étais aventuré un peu trop loin. Je vais vous dire une chose, j'ai joué de la boussole pendant quelques heures pour retrouver mon chemin, parce qu'il y a des îles partout, c'est un labyrinthe absolument fabuleux. Mais dans ce réservoir-là, ces petites îles qui ne dépassent pas de beaucoup offrent un potentiel éolien incroyable qui ne dérange pas grand monde. Puis, en plus de ça, moi, c'est ce que je dis à Hydro-Québec, non seulement vous pouvez déjà tout faire ça dans les réservoirs existants, mais vous pouvez en plus, quand vous devez rénover des centrales, et là, Hydro-Québec est en train d'amorcer un plan de rénovation des centrales, parce qu'on a beaucoup de centrales hydroélectriques au Québec qui dépassent les 50-60 ans. Et là, on se dit, si on change les turbines, des modèles plus modernes, on va gagner 10-15 %. M. Pinault vous en a parlé dans sa conférence. Et ça, c'est des gains énergétiques intéressants pour Hydro-Québec parce qu'il se dit, j'ai tout l'équipement est en place, j'ai juste à changer mes turbines qui commencent à être un peu vieilles, puis j'ai un plus d'électricité. Mais c'est pareil pour l'éolien. L'éolien est capable de fournir une énergie supplémentaire qui va ajouter à la production du barrage. Mais je reviens à la rénovation de la centrale. Quand ils rénovent les turbines, qu'est-ce qu'ils font? Ils abaissent l'eau pour assécher. Et il n'y a pas de perte économique quand ils font ça, parce que pour abaisser l'eau, ils vont turbiner beaucoup plus que d'habitude. La moyenne des centrales hydroélectriques au Québec sont utilisées 60 % du temps. Mais quand vous voulez vider une centrale, vous produisez à 90 % du temps, puis pendant que vous utilisez plus d'eau ici, bien là-bas, il y en a d'autres qui emmagasinent de l'eau parce qu'on ne leur demande pas de travailler. Donc, il n'y a pas de perte pour Hydro quand il fait ça. Mais moi, ce que je dis, c'est que quand vous allez abaisser le niveau de 15, 20, 25 mètres, vous allez voir apparaître beaucoup d'îles dans les réservoirs. Il faut pêcher dans les réservoirs. Moi, j'ai pêché à la Manicouagan. Je ne vous ferai pas la liste des réservoirs où je m'amuse à pêcher. Mais il arrive très souvent qu'on s'accroche dans la tête d'une épinette. Quand je racontais ça à mes chums, à un moment donné, j'ai perdu un gros brochet, il s'est enrôlé dans la tête d'une épinette. Il m'a regardé, il dit « Tu fumais du bon en tabarouette ce jour-là. » J'ai dit « C'est parce que tu connais pas le réservoir de la Manicouagan. » Tu arrives à des places, puis les têtes d'épinettes sont à 25, 26 pieds sous la surface. Ils sont toutes debout après 50 ans. Ils n'ont pas pourri, ils ne sont pas tombés, ils sont là, conservés intacts. Et ça veut dire qu'en abaissant, ces surfaces de montagnes qui apparaissent sont autant d'endroits où Hydro-Québec pourrait construire et installer des éoliennes à des coûts de construction terrestre pour obtenir, quand l'eau va remonter, l'équivalent d'un rendement d'éolien en mer. Donc, des gains énergétiques incroyables. Puis, ça permettrait aussi, pendant que le réservoir va continuer à remonter, lui, il ne produit pas là, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Mais l'éolien, lui, va déjà être au travail et va déjà fournir à Hydro-Québec. La technologie des raccords par câble sous-marin, c'est de l'enfance de l'art aujourd'hui. C'est business as usual partout sur la planète. Donc, Hydro peut facilement faire ce développement aujourd'hui et maintenant. Et la capacité de stockage des barrages, présentement, a été évaluée par deux grands spécialistes, Bernard Saunier puis M. Reed, là, son collègue, qui ont écrit la grosse brique sur l'éolien. Ces deux spécialistes qui dirigeaient les recherches à Hydro-Québec sur l'éolien évaluent la capacité de stockage d'éolien actuellement au Québec à 950 quelques térawatts-heure. 950 térawatts-heure. Vous avez entendu récemment M. Fitzgibbon, un certain M. Fitzgibbon, dire que pour ces petits copains-là, il aimerait beaucoup qu'on ajoute un 100 térawatts-heure, puis pour ça, là, il envisage même des centrales nucléaires, des nouveaux barrages, etc.
bien, ce 100 TWh, c'est 1/9 de la capacité de stockage des réservoirs actuellement d'Hydro-Québec. Tu peux pas stocker ça tout d'un coup. C'est un peu comme le réservoir de votre voiture. Vous avez, mettons qu'on prend une voiture, mettons qu'il y aurait un réservoir de 80 litres d'essence. Sa capacité annuelle de stockage d'énergie peut être de 2, 3 000, 4 000 litres d'essence. Parce que tu en mets 70, tu brûles, tu en rajoutes 70, tu brûles. La capacité de stockage des réservoirs, c'est comme ça. Tu emmagasines de l'eau parce que ton éolien passe, mais tu le relâches après. Tu le réutilises à d'autres moments où tu as besoin de la puissance. Donc, ça veut dire que ce in and out, pour parler en bon français, au total, permettrait de gérer 950 quelques terawatts par année et de donner une puissance additionnelle majeure. Et ça a un impact qui changerait la stratégie du Québec complètement en matière de protection de la biodiversité et de lutte au changement climatique. Pourquoi? Parce que c'est sûr que l'hydroélectricité qu'on produit, c'est beaucoup moins de gaz à effet de serre que du pétrole, du gaz naturel. Donc, c'est vraiment une énergie souhaitable, intéressante, à privilégier. Mais, vous avez... là, je viens de perdre le fil de ce que je voulais dire, je m'excuse. C'est ça. C'est que si vous faites du suréquipement de centrales, parce que si vous ajoutez un peu d'éolien en exploitant l'éolien dans un barrage ou à l'extérieur, dans le milieu terrestre, présentement, l'éolien est stocké dans les barrages. Quand un promoteur éolien dit « j'installe 130 mégawatts de puissance », il sait que il va avoir un facteur d'utilisation normalement de 35 %. Ça veut dire que, changeons les chiffres pour que ça soit plus simple. Mettons, un parc éolien d'une puissance de 100 mégawatts qui a un facteur d'utilisation de 35, ça veut dire que sur une base annuelle, il va livrer 35 000 mégawatts-heure, mais il va les livrer en dents de scie. Comme l'eau. L'eau, elle ne tombe pas en permanence. Pourquoi l'eau, on en tire une énergie constante? Parce qu'on la stocke. Le vent est aussi imprévisible que l'eau. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est qu'on a appris à le stocker dans les barrages. C'est-à-dire, on laisse passer. Si le Québec, par exemple, a besoin de 20 000 mégawatts dans le moment, là, dans le milieu d'une journée comme aujourd'hui, c'est à peu près ça, 20 000 mégawatts. Si l'éolien en donne 4 000, bon, ben alors, on va fournir 16 000 avec l'hydro. Si ça monte plus, ben on joue avec les deux volets. Mais si dans un réservoir, vous avez prévu de turbiner tel volume annuellement d'eau, qu'est-ce qui va arriver? Si vous ajoutez de l'éolien, bien, vous allez devoir, à un moment donné, le turbiner. Donc, vous allez augmenter le facteur d'utilisation. Au lieu de faire travailler votre centrale 60 % du temps, elle va probablement travailler 80 % du temps. Parce que, d'une part, l'éolien, quand il est produit, on le passe, on complète avec l'eau, mais l'eau économisée par le passage de l'éolien, on peut la relâcher plus tard. Et ça, c'est purement de la gestion, c'est l'enfance de l'art. Si vous avez trop d'éolien, là, vous avez un problème. Pourquoi? Parce que votre facteur d'utilisation, vous pouvez le monter à 80, 85, mais à un moment donné, vous allez atteindre la limite de votre réseau. Et vous allez aussi atteindre la limite de vos équipements de production. Et là, vous ne voulez pas que ça déborde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme André Caillé a pensé dans les années 2000. Et dis-moi, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'aller sur des nouveaux cours d'eau pour produire de l'électricité, ce qui est très coûteux, parce qu'il faut construire
non seulement un barrage et une centrale, mais il faut aller faire des digues partout entre les montagnes pour garder l'eau tout le tour, avec des crêtes déversantes, etc. Bon. Tout ça coûte très cher. Et donc, il se disait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'eau des cours d'eau voisins, je vais les dériver dans le bassin déjà exploité où j'ai un réservoir. Donc, je vais avoir plus d'eau pour les mêmes turbines. Et il a effectivement pu produire de l'électricité à un coût très inférieur. C'est pour ça que, par exemple, la rivière Sainte-Marguerite, le réservoir de la rivière Sainte-Marguerite accueille aujourd'hui l'eau des rivières Opécan et Carrel. C'est pour ça qu'à la baie James, la rivière Lagrande, on a détourné la East Main dans la rivière Lagrande et une partie de la Rupert, parce qu'on ajoute de l'eau aux mêmes turbines. Bon, mais comme je disais, il ne faut pas dépasser. Mais là, la possibilité, c'est que vous ajoutez à ce moment-là de nouvelles turbines à la centrale existante, 1, 2, 3 turbines, si vous avez un gros potentiel éolien. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça va déborder parce que tout a été prévu pour la pluviométrie moyenne. Et là, si vous dépassez ça nettement, il va y avoir un problème. Alors, vous ajoutez des turbines dans un milieu qui est déjà artificialisé, qui est déjà aménagé, au lieu d'aller faire des turbines sur des rivières vierges, et là, de détruire de la biodiversité. C'est là que faut qu'on règle le problème au Québec de la biodiversité, parce que notre électricité, c'est une bonne recette contre les changements climatiques, mais c'est une très mauvaise recette pour la biodiversité, parce qu'on noie des territoires forestiers, on noie des écosystèmes extraordinaires, des savanes, des milieux humides de très grande productivité, tout ça pour seulement une production qui est intéressante, mais qui a des désavantages très sérieux. Si on procédait massivement au Québec à une optimisation des deux formes d'énergie présentes dans nos grands réservoirs, il y a beaucoup d'endroits où on n'aurait pas d'affaire à aller planter des éoliennes parce qu'on aurait un sacré potentiel à exploiter. Mais il faudrait qu'Hydro-Québec l'étudie, ce potentiel. Il faudrait qu'il commence par se poser la question, est-ce que mes cartes bathymétriques ici me permettent de faire quelque chose? Il y a des réservoirs où c'est vraiment pas possible. En tout cas pour les îles. Si vous cherchez des îles dans le milieu du réservoir Lagrande, non, là, désolé, là, il y a 600 mètres de profondeur, là, il n'y a pas d'île qui dépasse à la surface. Par contre, si vous allez à Rapide-des-Cœurs, ici, en haut, en Mauricie, je peux vous dire une chose, s'il y a une place où on s'accroche dans les épinettes quand on pêche, c'est là. Le réservoir Gouin, c'est encore pareil. C'est tous des endroits qui ont un potentiel. Mais tous les réservoirs, y compris la Grande, en rive, du côté le plus exposé au vent, il y a l'équivalent de l'éolien en mer. Vous pouvez capter des vents de très, très grande vélocité, de grande constance. Et moi, je ne comprends pas que quand on a les équipements en place pour traiter cette électricité brute, on a la centrale hydroélectrique qui est là, qui est capable de moduler sur place les débits en fonction de la demande. Puis si ça devient trop gros puis qu'il faut ajouter des turbines, là, ils vont me dire, ouais, mais il y a une contrainte, ça, Hydro-Québec me l'a dit, on va arriver avec un problème, la ligne va être surchargée, on ne pourra plus passer. Mais je dis, vous êtes chanceux, vous avez déjà une ligne en place. Si vous en avez une deuxième, au lieu de faire une nouvelle trouée qui va aboutir dans des milieux humains, dans des milieux sauvages, vous avez juste à élargir le corridor électrique existant puis ajouter une ligne. L'acceptabilité sociale va être pas mal plus au rendez-vous si vous augmentez soit la puissance d'une ligne. Alors, vous savez, je regarde tout ça, puis au plan économique, ce qui serait intéressant, les producteurs privés, ils disent à Hydro-Québec, là, parce qu'Hydro est entré dans la danse dernièrement, en disant, moi aussi, je propose de l'éolien, puis ils ont rapporté un appel d'offres de Hydro-Québec Distribution, puis les producteurs privés disent, tu nous fais une concurrence déloyale? Bien là, moi, je dis,
fin de la concurrence déloyale, là, Hydro pourrait faire ça chez eux, dans ses barrages. Fin de la récréation. Mais il faudrait que, comme je le dis, et je termine là-dessus, c'est qu'Hydro-Québec fasse une analyse du potentiel, je dirais, économique et technique. Vous savez, quand on a construit Manic, on s'est dit, c'est gros, mais on perd 17 % d'électricité sur 1000 km. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ils se sont dit, il faut qu'on invente c'est sûr, à l'époque, il n'y avait que des 350 kV, 350 000 watts, volts, excusez. Alors, le niveau de perte sur 1000 km, c'était 17 %. Puis il y a du monde qui a dit, ouais, mais si on montait le voltage à 750 000, si on doublait, là, ça serait quoi le niveau de perte? Ce serait bon, ce serait 2 %, mais écoute, il n'y a jamais personne qui a fait ça sur la planète, là. Les tours vont fondre, les fils vont fondre. Hey, minute, on se met au bâton et on examine ça. Qu'est-ce que ça nous prendrait comme alliage? Qu'est-ce que ça nous prend comme isolateur, etc.? Ils ont inventé la 750 kV. Aujourd'hui, c'est le standard international de transport. Ils n'ont pas dit on rebrousse chemin devant le défi. Moi, je dis, il faut qu'on ait la même audace. Il faut qu'on procède à une optimisation de l'énergie des grands réservoirs par une intégration complète, optimale, des deux formes d'énergie, éolienne et hydraulique. Et ça va permettre de sauver des paysages, des écosystèmes, des milieux forestiers ailleurs. Et je pense que ça serait bénéfique pour le Québec. Alors, on va voter pour toi, Louis-Gilles. Et puis, en plus, de soulever la question de la privatisation du vent, alors qu'on avait nationalisé notre hydroélectricité. Alors, c'est un enjeu important. On a le temps, un quart d'heure, pour un échange. Alors, j'ai vu une main levée. Alors, je vais vous apporter... Est-ce qu'il y a un micro? Oui, ça s'en vient. OK, le micro s'en vient. Oh, merci beaucoup, M. Francoeur. Ça fait du bien d'entendre du monde intelligent sans qu'il y ait des vents dominants en quelque part. Hein? Bon. En fin de compte, il y a une question que je me pose. Je trouve ça intelligent là, de voir ça d'une autre vision. Je me suis posé la question, moi, sur les pauvres petits oiseaux. Là, vous avez hier à dire qu'il est assez intelligent que là, il ne se frappait pas puis il n'y en avait pas qui mouraient avec les éoliennes. Est-ce que j'ai bien entendu ou quand vous êtes allé faire votre expédition aux États-Unis, vous n'avez pas vu d'oiseaux morts en quelque part? Est-ce que j'ai bien compris ou c'est dangereux pour nos petits oiseaux? Il y en a des mortalités d'oiseaux. Mais c'est pas, comment dire, dans notre société, c'est pas le principal problème. Il y a une analyse qui est faite aux 5 ans par une grande association ornithologique nord-américaine qui quantifie les sources de mortalité des oiseaux. La première cause de mortalité des oiseaux, c'est les grands édifices illuminés la nuit. Les oiseaux rentrent là-dedans, bang! Tous les matins, autour de la place Ville-Marie, à l'automne, quand c'est la période d'immigration, à 4 heures du matin, il y a quelqu'un qui passe pour ramasser des oiseaux sur le trottoir. Et ça, c'est... Et la deuxième cause de mortalité des oiseaux en Amérique du Nord, c'est les chats. L'éolien arrive, je pense, au 17e rang. Il y en a des mortalités d'oiseaux, mais c'est pas la cause majeure. Là où ça peut être un problème, c'est quand il y a une espèce menacée et que l'éolienne est installée là. Ça peut être un sérieux problème. Mais au total, l'énergie éolienne, les éoliennes ne sont pas des causes qui mettent en danger des espèces, sauf si elles sont mal localisées. Il peut y avoir occasionnellement des
des mortalités en période de migration, mais c'est pour ça qu'on installe soit des lumières ou soit des machines à infrasons qui font qu'ils détectent qu'il y a un obstacle et ils vont se tasser. Et ça devient de plus en plus courant d'équiper les machines avec ça. Puis il y en a dans les plus grosses maintenant qui émettent d'ailleurs un infrason naturel, oui. Ce qui fait que les oiseaux, on voit les oiseaux éviter, au radar, là, ils voient les oiseaux éviter les parcs. Alors, on n'a pas dénombré au Québec de mortalité massive dans les suivis faits par le ministère de l'Environnement sur les projets éoliens. Il y en a occasionnellement, mais pas massive et continue. En fin de compte, M. Francaire, avec votre exposé, oui. Ça veut dire qu'il y aurait avantage à se concentrer sur les barrages déjà installés, à construire peut-être des éoliennes dans ce coin-là pour récupérer les énergies, puis laisser nos terres agricoles tranquilles, puis les sauver, puis sauver notre environnement. Bien, je ne dis pas a priori qu'il n'y en ait pas dans le milieu agricole. Si les gens, dans un milieu agricole donné, en veulent, je n'ai pas d'objection à ce qu'on le fasse. On peut minimiser, ben, pas minimiser, on peut réduire les impacts le plus possible. Mais moi, je dis, c'est une décision qui appartient aux gens. Moi, ce que j'imagine, c'est que c'est les corps publics, avec leurs citoyens, qui devraient décider si on fait de l'éolien dans leur milieu. Et ça devrait être eux, comme les gens dans le Bas-Saint-Laurent. S'ils n'en veulent, qu'ils le fassent à leur manière, à leurs conditions et pour eux. Puis, au lieu que, comme maintenant, que le gouvernement, dans ses critères, oblige les MRC, les bandes autochtones, les corps publics qui veulent s'investir dans l'éolien, à le faire moitié-moitié avec un partenaire privé. Moi, je trouve ça navrant de voir cette privatisation d'une ressource publique. Ça devrait être le corps public et Hydro-Québec pour que la collectivité globale et la collectivité locale, s'ils le veulent, touchent la totalité des bénéfices, pas le privé. Le privé, lui, le privé va faire son argent en construisant. Hydro-Québec, quand il a besoin de 10 000 travailleurs pour faire un barrage, eh bien, ils n'embauchent pas sur une base permanente. Il fait un appel d'offres, le privé vient, et puis, bon, on loue les services, et voilà. Alors, c'est la même chose pour l'éolien. Alors, le privé aurait quand même avantage à ce qu'un développement se fasse de cette façon. Mais la propriété des équipements devrait être collective, locale et globale. Parce que c'est la meilleure façon pour les citoyens de dire « je veux ça à mes conditions ou je n'en veux pas ». Et là, à ce moment-là, fin de la récréation pour les projets dont on ne veut pas. Puis les projets que les gens voudront, ça sera parce que c'est pour eux et que la collectivité en touchera les bénéfices. Vous savez, quand j'entendais des maires en Gaspésie ou dans le Bas-Saint-Laurent... Ah. Oui, question. D'accord, est-ce que vous avez... Je vais utiliser ma grande voix. Elle propose qu'on utilise la force de notre voix pour encore 2 questions à M. Francaire. Oui. Donc en silence. OK. Puis levez-vous debout, puis parlez fort. Poser une question un peu tricky, là. Vous avez parlé qu'il y avait je m'excuse sur l'espèce d'oiseau que vous avez mentionné, la grille. Bon, merci. Vous avez dit que ça peut être litigieux quand on les met sur, par exemple, une éolienne sur des plateaux. Est-ce que les barrages ne deviennent pas des sortes de plateaux pour la grille? Non. Il faut être en altitude, beaucoup plus haut en altitude pour avoir des effets pareils. Il faut être à la hauteur des hauts plateaux, au-dessus de 800 mètres en altitude. Mais dans le nord du Québec, il me semble que, mettons la Manicouagan, oui. Les îles que vous avez mentionnées, il y avait
pas un documentaire, mais un balado d'Annie Desrochers sur audio, là, sur son grand-père qui avait bâti un peu la baie James. Tu sais, les Autochtones là-bas, ils disaient, tu vois le bout de terre là-bas, puis la personne, elle disait, Annie Desrochers disait, oui, l'île. Il dit, oui, nous, on appelle ça comme ça dans notre langue, j'ai pas le mot. Puis il disait, ça veut dire montagne. Fait que tu sais, les îles, c'est des montagnes à la base. Fait que là, on a inondé, fait que le plateau est bien pas assez haut non plus, même dans ce cas-là. Non, c'est pas assez haut. OK. Il faut que ça soit nettement plus haut. Il faut que vous soyez au niveau de la toundra arctique. Et vous savez que le centre du Québec, là, Shefferville, c'est le point le plus élevé du Québec. Le Québec est comme ça, là. Côté c'est la baie James, l'autre côté c'est le Saint-Laurent. Et le vent, c'est pour ça qu'on dit que le point où il y aurait le plus de vent au Québec, c'est cette couronne autour de cette île. Là, il y aurait vraiment, là on est dans la toundra arctique, là vous avez des oiseaux comme la grille de Wigner. Mais elle se tient presque, elle ne va pas aussi loin, semble-t-il, que les régions arctiques. Elle va se tenir sur les plateaux très élevés de la Gaspésie et de Charlevoix. Là, on la trouve nombreuse. On les trouve nombreuses là. Et plus loin, semble-t-il, là, ça décroît. Je ne pense pas qu'on en trouverait dans la région de Shefferville ou des places comme ça. Là, non, ça serait, à mon avis, trop au nord. Mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. Merci. On en parlera après, OK? Oui, on lit peut-être échange de documentation, ça pourrait être intéressant. Alors, je crois que de ce côté-là, on avait une question. Oui. Normand Baudet, je suis avec la Fondation Rivière. On est très intéressé par votre approche. Vous avez eu des échanges d'ailleurs avec notre équipe récemment. Bien entendu, quand on regarde les rivières qu'on pourrait harnacher au Québec actuellement, qui restent, qui sont intactes, on pourrait les compter sur les doigts de nos mains. Et c'est très peu probable qu'on puisse dépasser le 50 TWh avec cette solution-là que nous présente le gouvernement actuellement. Donc, l'option que vous présentez est extrêmement intéressante. Ma question, par contre, c'est la question de, justement, la propriété publique. Et on voit actuellement les micro-réseaux intelligents comme une avenue intéressante en ce moment, comme on a à Lac-Mégantic. L'éolien pourrait être greffé à ces réseaux-là, et parce que votre solution mène à la question de la sécurité des infrastructures. On peut voir actuellement avec la panne hydroélectrique que l'enjeu de la sécurité des approvisionnements, de la constance d'un approvisionnement qui provient de nos barrages ou d'éoliens qui seraient à longue distance, pose un certain problème au niveau de l'entretien, de la mise à niveau des réseaux. Donc, je voudrais vous entendre sur le potentiel éolien de proximité qui pourrait faire en sorte de réduire l'instabilité qu'on voit dans nos réseaux. Dans le contexte climatique actuel, on risque d'avoir de plus en plus de chocs qui vont venir à une instabilité du réseau. Merci. Vous avez tout à fait raison. Il est nécessaire d'avoir des sources d'énergie au sud du Québec, beaucoup plus que présentement. Il existe un déséquilibre énergétique lorsque vous avez une grande production très éloignée des centres de consommation. La Gaspésie, par exemple, avait un problème plus grave que le sud du Québec parce que l'énergie de la Manicouagan ou de la baie James est obligée de passer par Québec et de remonter en Gaspésie. Imaginez, vous partez de Manic, descendez à Québec, puis là, il faut remonter en Gaspésie avec vos électrons. À l'autre bout de la ligne, là, vous avez des pertes et une faiblesse structurelle. Pourquoi le Québec a commencé par ouvrir les appels d'offres en Gaspésie? C'était parce que si on avait des centres de production éoliens là-bas, on commençait à recréer de l'équilibre qui n'existait pas. C'est-à-dire de créer un équilibre qui n'existait pas. Et ça, c'est important aussi pour le sud du Québec.
plus on aura d'électricité qui vient du Grand Nord, plus il faudrait, théoriquement, en avoir aussi dans le Sud. Mais, vous savez, si les gens le veulent, il n'y a pas de problème à avoir de l'éolien. Mais c'est quand ils ne le veulent pas que je ne veux pas qu'on leur impose. Moi, j'ai vu en Suède des promoteurs immobiliers, puis les gens étaient bien d'accord avec ça. Là. Les promoteurs immobiliers là, que je visitais, c'était une collectivité d'à peu près 400 familles qui se mettent ensemble pour construire une espèce de quadrilatère là, avec rien au centre. C'était tous les jeux, les enfants et tout ça, les autos complètement à l'extérieur, des complexes extraordinaires, avec 3 éoliennes sur 3 coins. Monsieur, on est fiers. On assume notre production d'énergie. C'est pas constant. Le réseau suédois comble quand l'éolienne tombe au ralenti, mais ils disent sur 40% du temps pendant l'année, nos machines produisent notre électricité. Donc ça fait ça à demander au réseau. Et ils en sont fiers. Ça, c'est des collectivités qui décident, nous voulons avoir cette autonomie. Oui, c'est ce qu'on appelle l'énergie communautaire. Oui, voilà. Et aussi qu'il n'y a pas la même dimension des infrastructures. C'est ça. Alors, les gens ne s'installent pas des 15 mégawatts. Là. Ils vont s'installer une machine de 3/4 de mégawatt, 1 mégawatt peut-être. Mais ils vont y aller selon leurs besoins et selon leurs vœux. C'est cette volonté citoyenne qui est importante de protéger. Il y aurait une dernière intervention avant qu'on aille à la pause. En fait, je ne sais pas si les gens vont comprendre, mais j'ai cru comprendre que vous avez approché Hydro-Québec avec votre idée. Oui. J'aimerais savoir quelle est la réception que vous avez eue d'Hydro-Québec et est-ce que vous avez l'intention peut-être d'aller prendre un petit café avec M. Fitzgibbon, peut-être? Si, mais... Mais vite à son club de chasse. Ah oui! Là, il m'aurait par les sentiments. Ils ont été très ouverts. Ils ont été très ouverts et ont dit l'idée est intéressante, on va en discuter avec toi, on l'a discuté et ils ont pris la peine de faire évaluer l'idée par 2 départements, ceux qui conçoivent les projets, évaluation économique, évaluation technique, et ils sont revenus avec les conclusions. Ils ont dit voici, on a une liste de problèmes techniques, mais ils ne sont pas insolubles. Mais par exemple, ils disaient qu'est-ce qu'on fait au printemps à la fonte des glaces pour aller réparer des éoliennes sur les îles? Hydroglisseurs, vous en avez 4 à Hydro-Québec qui sont dans la région de Montréal. Ça se promène à l'année longue, n'importe où, n'importe quand. Ah, c'est vrai. Ils voyaient des problèmes, mais il n'y a pas de problèmes là-dedans qui sont sérieux. Même que c'est beaucoup plus facile, par exemple, de transporter des éoliennes géantes sur des barges, sur l'eau, que de créer des routes spécialement pour eux autres, parce que les routes pour les gaz éoliennes, il faut qu'ils soient les courbes très longues, parce que ces machins-là, ça ne plie pas des courbes. Alors, il y a des endroits où vous n'êtes pas capable de passer. Alors aujourd'hui, pour les méga éoliennes, ce qu'on envisage, les hélicoptères ne sont pas assez puissants. On pense à des ballons. Québec a investi plusieurs millions, Investissement Québec, dans une firme française qui veut construire des gros ballons pour être capable de transporter les éoliennes de l'usine gaspésienne directement aux États-Unis ou à n'importe quel milieu nordique. Alors donc, les solutions existent. Il va falloir que si une idée comme ça doit avoir le jour, c'est certain que ça va mériter une réflexion, une solide analyse. Là, moi, je lance des idées comme ça, mais je ne suis pas un ingénieur. Sauf qu'en même temps, ce que je me dis, c'est si ça a l'ombre d'un petit peu de bon sens, on peut-tu l'évaluer avec des gens capables de faire face à des défis techniques? Ça, je pense que c'est possible. Alors, une dernière, on y va? Oui, on vous entend, oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de qui produisent des infrasons sur les éoliennes pour protéger les oiseaux. Si je me souviens bien. Vous m'entendez? Difficilement. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un système d'infrasons sur les éoliennes. Système d'ultrasons. Infrason, oui. Infrasons? Oui.
compris infrason. Oui. Vous pouvez vous rapprocher aussi, Pierre? Un infrason, c'est un son qui est en bas de 20 cycles par seconde. Une sirène de bateau, c'est à peu près 22. Mais l'autre infrason, il est tellement bas qu'on ne l'entend pas. Mais il est là. Il y a un brassage de l'air, mais on n'entend pas le son. Il est en deçà de la limite de perception. Comme l'ultrason, on ne l'entend pas. L'infrason, on ne l'entend pas. C'est en dehors du champ de l'audible. Est-ce que vous avez parlé d'infrason tout à l'heure? Oui. OK. Les grosses éoliennes, là, pas plus de 5 mégawatts, font des infrasons. Et moi, ce que je crains, c'est qu'avec les nouvelles machines qui s'en viennent, là, il y a des fabricants, des turbiniers internationaux qui annoncent des 8 mégawatts et qui disent qu'ils ont en chantier des 10 mégawatts. Puis il y a même une compagnie européenne en Espagne qui, elle dit qu'elle a en chantier une 15 mégawatts. Ça va commencer avec des machines, vous comprenez? Alors, ça, ces machines-là, on entre dans un espace de technologie où il y a de l'incertitude. Quelles vont être les conséquences, les impacts? On ne sait pas. On rentre vraiment dans une sphère inconnue. Mais je ne pense pas que des machines comme ça, vous pourrez mettre ça dans des milieux proches de milieux urbains. Ça aurait, je pense, aucun sens. Ma question, là, c'était, est-ce qu'il y a eu des études quand même sur l'impact au niveau des personnes humaines d'émissions d'infrason? Pas que je sache. Mais c'est comme je dis, c'est de très grosses machines qui émettent ça. C'est des machines de 5 MW et plus. Je ne pense pas que dans les 2 et les 3 MW que ce problème se pose. La vibration n'est pas assez forte. Alors, et ça, c'est toute réserve. Il faudrait que ça serait à documenter. Richard Langelier évoquait l'idée que c'était 6 MW, ce qui était projeté ici. Une machine de 6 MW? C'est sur la limite. Alors, écoutez, oui, je vais remercier le speaker.